Salut à tous, vous êtes dans 101%, le vendredi c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, Clem, ancien ingénieur du son de No Life. Là, je suis parti à la rentrée en même temps que Davy et les autres, malheureusement, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Donc aujourd'hui dans ce 101%, on aura la critique de Phantasy Star Universe, donc sur DS. On aura ensuite un compiler sur les opérations logiques en binaire. Et enfin, on aura les critiques animées de Breath of Fire 4 et l'intégrale de High School Samurai. Mais tout de suite, on regarde les news. Le week-end dernier, c'était la seconde édition de Japan Expo Sud au cœur de Marseille. La fréquentation était en hausse cette année avec une particularité. Le public est de plus en plus varié. Japan Expo devient une occasion de sortir en famille et n'est plus seulement le repère des otaku. Maintenant, le prochain grand rendez-vous, ce sera Villepinte en juillet. En attendant, vous pourrez retrouver juste après ce 101% un reportage sur le salon vu par les yeux des noobs. Confirmé pour le 13 mai en Europe sur Wii, Prince of Persia Les Sables Oubliés arrivera le même jour sur les autres supports. Seule la date de la version PC du jeu Ubisoft reste encore floue. Ce nouveau jeu devrait se situer entre Prince of Persia Les Sables du Temps et Prince of Persia L'Âme du Guerrier. Notre héros oriental pourra sans surprise manipuler le temps, mais aussi certains éléments de l'environnement, d'une manière encore tenue secrète. A noter également que la version Wii du jeu serait susceptible d'offrir en bonus un remake de la version Super Nintendo sortie en 1992. À l'occasion du Nintendo Media Summit qui s'est déroulé à Londres il y a peu de temps, l'éditeur a révélé un nouveau trailer de Super Mario Galaxy 2 ainsi que 2 dates de sortie européennes. Super Mario Galaxy 2 sortira ainsi le 11 juin, alors que Metroid Other M verra le jour au 3e trimestre de cette année. Alors qu'on attendait ces titres pour plus tard, ces annonces nous laissent espérer quelques grosses surprises pour cette fin d'année, qui pourraient potentiellement être révélées lors du prochain eCube. Croisons les doigts et savourons en attendant cette seconde vidéo de Super Mario Galaxy 2. La première, diffusée à l'occasion de l'eCube 2009, nous avait permis de constater le grand retour de Yoshi. On peut désormais constater que les différentes couleurs de ce dernier seront liées à l'utilisation de bonus. Il pourra ainsi prendre feu pour détaler à toute vitesse ou gonfler comme une baudruche afin de s'envoler. L'espèce de perceuse aperçue dans le premier trailer permettra donc de creuser les planètes pour les traverser d'un bout à l'autre et parfois même de rentrer à l'intérieur d'une planète pour découvrir des caches à bonus. Et que dire du monde enneigé qui permet de créer d'énormes boules de neige? Sinon que cette suite s'annonce tout simplement grandiose. Qu'est-ce que c'était des belles news? Merci Pierre-Alexandre et toute l'équipe de No Life. Donc maintenant on va regarder la critique de Phantasy Star Universe. Alors là, bon c'est un RPG, ça je le savais, mais ils disent que c'est multijoueur en Wi-Fi. Alors la question c'est de savoir si c'est multijoueur en Wi-Fi local ou multijoueur en Wi-Fi sur Internet. Donc ce serait un MMORPG et plus juste un RPG. Bref, donc on va regarder la critique, ils vont sûrement nous le dire dedans. Et en plus il paraît qu'on peut chatter avec le stylet et ça c'est trop bien. Sorti en décembre 2008 au Japon, Phantasy Star Zero arrive enfin en France sur DS. Cet épisode, tout en 3D sur la console de Nintendo, est un spin-off de la série Phantasy Star Online, elle-même issue de la série de RPG Phantasy Star, ayant vu le jour sur Master System. On retrouve toujours l'ambiance space opéra inimitable et typique de la saga, qui immerge le joueur dès les premières secondes, mais en un petit peu plus pop cette fois. En effet, le jeu est parsemé de cinématiques animées réalisées par le studio Gonzo, et le design des personnages a été confié à Kubooka Toshiyuki,
character designer des jeux Idolmaster, Lunar, ou encore directeur de l'animation sur des séries comme Nadia et Gunbuster. Mais cela suffira-t-il à apporter du sang neuf au nouvel épisode d'une série dont le gameplay n'a pratiquement pas évolué depuis la Dreamcast? Trois races vivaient en harmonie, les humains, les Newman et les castes, avant qu'un grand cataclysme ne s'abatte sur la planète. De nombreux humains ont perdu la vie, les Newman se sont enfuis vers d'autres planètes et les castes, des robots, ont vu leur mémoire vidée avant de se mettre en veille. 2 siècles plus tard, les survivants semblent reprendre une vie normale et ont créé les Hunters, une force de mercenaires chargée de résoudre les conflits et de secourir la population. Le joueur incarne une toute jeune recrue qui, lors de sa première mission, tombera nez à nez avec Sarissa, une étrange Newman littéralement tombée du ciel. Comme toujours dans Phantasy Star, il sera question de dieux qui se réveillent, de ruines sacrées et de complots visant à asseoir la suprématie d'une race sur lesquels l'on devra faire toute la lumière. I know it's a drop pod, but would it really kill them to make it a little bit smoother? Comme ses prédécesseurs, Phantasy Star Zero se joue en solo ou en ligne. Il est possible de jouer en Wi-Fi avec des amis en utilisant le système des codes AMI, ou bien en cherchant des groupes à rejoindre sur le net. Tout commence d'abord avec la création de son personnage. On notera d'ailleurs que les options de personnalisation sont moindres que dans les autres épisodes. Seules 3 races sont ainsi disponibles, humains, Newman et caste. Chacune d'entre elles dispose de caractéristiques très différentes, combat au corps à corps, utilisation des armes à feu ou des pièges, ou bien utilisation de la magie par exemple. Outre le choix de la race, il faudra aussi décider d'une spécialisation. Le jeu se découpe en 2 phases, les missions du scénario et missions supplémentaires d'un côté, de l'autre l'exploration libre et l'accès à la ville, c'est-à-dire quelques guichets et 3 boutiques. On fera d'ailleurs de très nombreux allers-retours entre les champs de bataille et la ville pour se débarrasser des objets collectés, car la taille du sac est limitée, mais surtout pour refaire le plein d'items permettant de récupérer de la vie. À l'image de la majorité des épisodes online, Phantasy Star Zero est un action RPG qui se joue comme un hack and slash. Les monstres apparaissent dans les zones de jeu et il faut souvent tous les éradiquer pour ouvrir les barrières menant à la zone suivante ou récupérer les clés. Le joueur peut utiliser un coup faible et rapide, un coup fort mais plus lent, ainsi qu'un mouvement d'esquive. Il est indispensable de maîtriser les combos. Chaque attaque peut être répétée 3 fois à condition d'avoir trouvé le bon timing. Quand plusieurs personnages parviennent à réaliser un combo sur le même ennemi, cela crée un chain dévastateur. Il sera aussi possible de déclencher des attaques spéciales en chargeant des coups. Cela est aussi valable pour les techniques, c'est-à-dire les magies. On notera le retour des mags, des petites unités robotiques qui suivent le joueur et qui peuvent déclencher des attaques ou des magies dévastatrices en fonction des items dont le joueur la nourrit. Si l'inventaire est limité, les raccourcis disponibles le sont également. Au joueur donc de bien optimiser sa palette, car les ennemis continuent à attaquer lorsque l'on accède au menu. Les fidèles de la série avancent encore une fois en terrain connu. Exploration, foule d'armes et d'items à collectionner, etc. Mais il y a de nombreuses ombres au tableau. Tout d'abord, la caméra est crispante au possible. Il faut en effet constamment la recentrer et elle n'est pas toujours au point. Cela est particulièrement énervant contre les gros ennemis comme les boss et entraîne de gros problèmes de collision. On se rend bien compte qu'avoir réalisé un tel jeu tout en 3D sur la portable de Nintendo tient de la prouesse technique. Mais ce choix se fait au prix de nombreux ralentissements. L'un des autres problèmes vient du ciblage automatique qui est relativement hésitant alors qu'il est impératif qu'une cible soit lockée pour recevoir des dégâts. On peut donc passer plusieurs secondes à frapper dans le vide alors que l'ennemi continue à attaquer. Pour finir, il n'y a pas de sauvegarde rapide ou tout simplement de possibilité de sauvegarder lors d'une mission. Alors que sur les épisodes PSP, il suffisait de mettre la console hors tension en coulissant rapidement le bouton, puis reprendre le jeu là où on l'avait laissé. C'est tout simplement impossible sur DS où il faudra tout recommencer. Une décision totalement aberrante puisque les missions sont plutôt longues et qu'il s'agit d'une console portable, donc adaptée au transport en commun par exemple. Dragon? Phantasy Star Zero se présente comme un nouveau spin-off de la série online, mais plus pop et légèrement simplifié, probablement pour attirer les jeunes joueurs. Cependant, le jeu est entièrement en anglais et un certain niveau est requis si l'on veut profiter des tartines de texte à lire dans le mode scénario. Les joueurs de longue date retrouveront rapidement leur marque, mais regretteront rapidement la fluidité des épisodes PSP, à la stratégie beaucoup plus riche, liée en partie à la possibilité d'avoir une arme dans chaque main. Cependant, ces épisodes ne permettaient pas officiellement de jouer autrement qu'en local, et c'est sur ce point précis que la version DS s'illustre.
Finalement, cet épisode 0 propose un mélange entre les gameplays de la série Online et Universe, sans offrir quelque chose de vraiment nouveau. On espère donc qu'il ne s'agit que d'une phase de transition vers un nouveau départ. Hi, you're right on time. Mais Clem, dis-moi, en tout on a mixé combien des 101%? Je sais pas, à peu près 500. On en est à 500, je crois. Parce qu'on a fêté la 500e il y a pas longtemps. Bon, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a Mathilde qui nous a rejoint à un moment, donc elle a aussi mixé quelques 101%, heureusement, parce que je m'en sortais plus sinon, mais oui, j'en ai mixé quand même beaucoup. Mais malheureusement, j'ai jamais pu mixer Compiler, qui arrive, donc les opérations logiques en binaire, et je la trouve vraiment cool, cette émission. Voilà. On va regarder Compiler. Les opérations logiques en binaire. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril, je peux retirer mes oreilles de lapin? Non, tu les gardes. Ah, tu voulais être Moé, hein, tu le restes. Je voulais juste savoir pour les sprites hardware, moi. Est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'un bit? Oui, c'est la plus petite unité d'information que je peux traiter. Un bit peut prendre la valeur 0 ou 1. Ok. Je peux retirer mes oreilles maintenant? Non. Reprenons. Un bit vaut 0 ou 1. C'est ce qu'on appelle une donnée binaire. C'est tout ou rien, vrai ou faux. Je te trouve vachement binaire comme garçon. Tais-toi. Donc je disais, on peut considérer que 1 égale vrai et 0 égale faux. Tu comprends? On peut faire des tas de choses avec vrai ou faux. Par exemple, je peux demander « Est-ce qu'il fera beau demain ?» Et là, tu peux me répondre par vrai ou par faux. Avant de te répondre, il faudrait que je regarde la météo online. Et je peux aussi demander « Est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine demain ?» Et là, je peux me répondre vrai ou faux. Tu te parles tout seul? Tu ne vois pas où je veux en venir. Faux. En fait, à partir du moment où on peut répondre de façon binaire à une question, on peut faire des opérations logiques entre elles. J'ai du mal à te suivre, comme les spectateurs d'ailleurs. Ok, je reprends mon exemple. Entre « Est-ce qu'il fera beau demain ?» et « Est-ce que j'ai envie d'aller à la piscine ?» je peux mettre un « et ». Ensuite, je dis « J'irai à la piscine demain si la réponse à ces deux conditions est vraie. S'il fait beau demain et que j'ai envie d'aller à la piscine, alors j'irai à la piscine. S'il fait beau demain et je n'ai pas envie d'aller à la piscine, alors je n'irai pas à la piscine. S'il ne fait pas beau demain et j'ai envie d'aller à la piscine, alors je n'irai quand même pas à la piscine. Et enfin, s'il ne fait pas beau demain et que je n'ai pas envie, je n'irai pas. C'est passionnant toutes ces histoires aquatiques, mais ça me laisse de marbre. Cette opération logique s'appelle le « et ». C'est très utile. Par exemple? Dans un RPG, si le héros possède la clé du donjon et qu'il a un niveau supérieur à 20, alors il peut rentrer dans le donjon de Mortegarde. Si une des deux réponses est faux, il ne pourra pas rentrer. Ah, je commence à voir le rapport avec le binaire. Oui, parce que si on écrit ça en binaire, on va avoir la table suivante. N'oubliez pas que 0 est faux et que 1 est vrai. Ça donne donc 1 et 1 égale 1, 1 et 0 égale 0, 0 et 1 égale 0, 0 et 0 égale... La tête à Toto. Mais comment tu connais ça, toi? Je te le dirai si tu me laisses retirer mes oreilles de lapin. À part le « et », il existe d'autres opérations logiques. Par exemple, il y a le « ou ». Alors attention, il y a un piège avec le « ou ». C'est ce qu'on appelle un « ou inclusif ». C'est-à-dire que dans condition 1 ou condition 2, si les deux conditions sont réunies, le résultat vaut quand même 1. Ce n'est pas l'équivalent du « ou bien » en français. Laisse-moi deviner, si je fais la même table que pour le « et », ça donne 1 ou 1 égale 1, 1 ou 0 égale 1, 0 ou 1 égale 1, 0 ou 0 égale 0. C'est exactement ça. Et pour terminer, il existe encore d'autres opérations logiques. Par exemple, le « non ». Ça inverse la condition. Par exemple, « non, je suis content » signifie « je ne suis pas content ». C'est pas très clair là. Je prends un autre exemple. Une borne d'arcade peut être programmée comme ça. Si « non » il y a un crédit, alors lancez la démo. Ce qui signifie que s'il n'y a pas de crédit, la démo du jeu va se lancer. La table du non est la suivante. Non 0 égale 1, non 1 égale 0. Je crois que nos spectateurs ont le cerveau qui commence à couler par les oreilles. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. Clem, arrête-moi si je me trompe, mais je pense que t'aimes bien faire du sound design. Ah oui, j'aime bien faire du sound Et design. la flèche autour de toi, là, c'est toi aussi, non? C'est ta signature? C'est moi aussi, ouais. D'ailleurs, j'ai un peu galéré parce que c'est un peu abstrait. Il y a les habillages, c'est souvent assez abstrait, donc on se dit, est-ce qu'on est dans ce que le mec qui a fait le graphisme voulait à peu près, quoi. À chaque fois, je lui montre de toute façon et il est content, donc c'est cool. Mais oui, c'est moi qui l'ai fait, effectivement, et j'aime bien faire ça, c'est cool. Sinon, maintenant, on va regarder les critiques animées, donc Breath of Fire 4. Alors moi, je me rappelle, j'avais joué à Breath of Fire 3,
qui était sur je sais plus quelle console. PlayStation, ouais, PlayStation. Et en fait, il y avait un ami de mes parents qui était venu et qui m'avait regardé jouer. Il a fait mais c'est nul ton jeu, il se passe rien, c'est lent, etc. Et moi, je lui ai fait mais arrête, c'est cool, c'est un RPG. Et voilà, ça m'avait un peu choqué. Donc on va regarder la critique animée de Breath of Fire 4 et l'intégrale de High School Samurai. Ça, je connais pas trop, donc je peux pas trop en parler. Karasuma Yoichi est un garçon pas vraiment comme les autres. Toute son enfance, il l'a passé totalement isolé dans la montagne, aux côtés de son père qui lui a enseigné le Bushido. 17 ans plus tard et sur ordre paternel, notre jeune samouraï est finalement envoyé au dojo Ikaruga, situé en ville. Avec des manières héritées du Moyen-Âge, Yoichi part ainsi à la découverte du monde moderne. Et notre jeune héros n'est pas au bout de ses peines. Lui qui a vécu une existence d'ermite, le voilà pensionnaire d'un dojo tenu par une fratrie de 4 charmantes sœurs. L'anime High School Samurai, ou Yasui no Yoichi en japonais, est l'adaptation du manga du même nom dessiné par Minamoto Yu. Le titre sous ces 2 formats a été édité en France par Kazé à l'automne dernier. L'anime reprend fidèlement une partie du récit de la BD. On est donc en face d'un digne représentant du style harem. Traduisez, une histoire de romance avec un garçon et tout plein de filles. Comme à l'accoutumée, la galerie de personnages féminins est un véritable festival de stéréotypes pour otaku. On trouve notamment la fille gentille, douce, dotée accessoirement de forts attributs mammaires, la teigneuse, complexée par sa trop petite poitrine, les gamines, timides et maladroites, ou encore la geekette au caractère d'allumeuse. Afin que le spectateur puisse apprécier la plastique de ces jolies créatures sous tous les angles, la narration n'est souvent que prétexte à une avalanche de scènes burlesques et d'allusions grivoises. La série a été produite par AIC, sigle signifiant Anime International Company. Cette société est bien établie dans le milieu de l'animation japonaise et a déjà travaillé sur une pléthore de titres, souvent dans des fonctions d'intervalliste. Pour High School Samurai, le studio propose une adaptation sans surprise, mais techniquement honnête. On regrettera cependant, en comparant l'anime au manga, que certaines scènes aient été édulcorées ou que le chara-design ne rende pas toujours justice aux personnages féminins de la version papier. Tout comme le manga dont il est tiré, l'anime High School Samurai n'apporte pas grand-chose au genre. Ni originalité scénaristique, ni prouesse technique. Il se destine avant tout aux spectateurs avides de fanservice et qui ne se sont pas encore lassés du style harem après des séries comme A Megami-sama ou Lovina. Après avoir publié l'adaptation en manga du RPG Tales of Symphonia, l'éditeur Kiun continue sur sa lancée avec celle de Breath of Fire 4, également dessinée par Uchimura Hitoshi. Que ce soit au niveau de l'histoire ou des dessins, ce manga reprend de manière très fidèle le déroulement du jeu de rôle créé par Capcom et sorti en 2000 sur PlayStation, puis sur PC. La BD, qui compte pour l'instant 4 volumes, est toujours en cours de prépublication au Japon dans le magazine Monthly Comic Blade Avarus. Dans une terre autrefois ravagée par des siècles de guerre, les contrées de l'Est et de l'Ouest se sont enfin décidées à signer un armistice. Cependant, les tensions restent palpables.
Nina, la princesse de Windia, est à la recherche de sa sœur disparue. Elle est accompagnée par Cray, son garde du corps. Après avoir été attaquée par un dragon du désert, tous deux font la connaissance de Ryu, un jeune guerrier amnésique. Il s'avérera plus tard que celui-ci n'est autre qu'un dragon divin ayant pris forme humaine. À l'autre bout du monde, un autre dieu dragon vient lui aussi de s'éveiller. Il s'agit de Fulu, la réincarnation du souverain de l'Empire de l'Ouest. Les deux dragons sont attirés l'un vers l'autre par un lien mystérieux. Nina, Ryu et leurs compagnons vont alors se lancer dans une longue quête et seront les témoins de nombreux événements qui semblent tous connectés entre eux. Quasiment calqué sur le RPG d'origine, cette adaptation en manga permet à ceux qui ont déjà goûté aux jeux vidéo de s'y replonger immédiatement. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore l'univers riche et profond de ce 4e chapitre de la série Breath of Fire, cette BD est une bonne occasion de le découvrir. On saluera d'ailleurs la qualité du dessin de Uchimura Hitoshi qui tient plutôt bien la comparaison avec le travail de Yoshikawa Tatsuya, le character designer vedette des jeux Capcom. Un petit bémol est à noter cependant. Pour des besoins scénaristiques évidents, le héros Ryu, qui est aphasique dans le jeu vidéo, est doté de paroles dans la bande dessinée. Mais on pardonnera aisément ce petit écart qui ne nuit pas du tout à cette adaptation très agréable à lire. En tout cas, on attend la suite de ce manga avec impatience. Mais finalement, Clem, t'es toujours un peu là. Je t'ai vu au générique de Katsuka, par exemple. Ouais, bah en fait, de temps en temps, Alex me demande si je veux pas faire un peu de sound design pour les nouvelles émissions qui arrivent, pour les nouveaux habillages. J'ai vu que moi j'aime bien faire ça, bah carrément, quoi. C'est toujours un plaisir. Surtout Katsuka, où c'est des belles animations faites par des gens qui ont quand même de l'expérience. Donc non, c'était vraiment très sympa à faire. Et sinon, de toute façon, en fait, je continue de travailler dans les locaux de No Life parce que je pourrais essayer de mixer chez moi, mais je pense que mes voisins ils seraient pas très contents. Voilà, donc c'était Clem, donc l'ancien ingé son de No Life. Le 100% était peut-être pas super bien présenté, mais en fait j'ai été un peu pris de court parce que là je dois aller tourner J'irai Lolé sur vos tombes. Et voilà, en fait je suis arrivé à No Life, Alex m'a dit on a personne pour ce soir, donc là on tourne et ça passe tout à l'heure 100%. Et voilà pourquoi je présente 100%. Mais sinon, je voulais remercier quand même tous les téléspectateurs qui suivent No Life depuis le début et ceux qui suivent No Life aussi pas depuis le début parce que c'est grâce à vous qu'on a pu monter cette chaîne et même si malheureusement pour l'instant c'est pas encore un succès commercial, on a pu voir qu'il y a des gens qui nous suivaient et je crois que c'est ça qui est hyper important. Donc merci beaucoup. Ok, coupé. Ok, bah cool alors. Merci Clem, tu nous as dépanné là. Ouais, par contre faut que je me dépêche, on va tourner J'irai Lolé, ok. donc je prends le matos et... Hop. Aussi que je prenne une petite bonnette. Faut pas le dire, mais Monsieur Poulpe a tendance à souffler dans le micro quand il parle. Non, c'était trop emmêlé, je prendrai le mur. Ok, ta bonnette. Tu pourras me ramener un sandwich? Je vais pas avoir le temps de manger. Lequel de sandwich que tu veux Dans mon beurre. D'accord, un petit Merci. Ouais. Ça va? Je suis en retard, je tournais sur 1% en fait. Ça Il n'y avait personne pour ce soir. T'as un micro, c'était toi là. Oh, Alex, comment tu vas?